Effectivement, Benda Edimo qui est avec nous via la magie, effectivement, de la technologie. On le dit aussi, bonjour, docteur Yana Benda Edimo. À tous mes copanélistes et bonjour aux téléspectateurs. Comment va l'association La Samaritaine, docteur Yana Benda Edimo? La Samaritaine est en pleine forme et nous sommes très heureux d'être présents sur votre plateau. Il faut aussi dire que le docteur Yana Benda Edimo est écrivaine et universitaire du côté. C'est bien la Belgique ou la France, docteur Yana Benda Edimo? En ce moment, la France. En ce moment, la France, effectivement. Allez, allons donc dans le vif du sujet. On rejoint docteur Yana Benda Edimo du côté donc la France sur effectivement, docteur, c'est le cas de personnes handicapées qui sont en difficulté pour pouvoir, bien évidemment, donc avoir des places dans les établissements publics. C'est vrai qu'il y a déjà un grand effort qui a été fait par le gouvernement, mais là, sur le terrain, et comme nous le dit Innocence, il y a toujours des difficultés à cela de pouvoir avoir accès à cette éducation. Vous, votre premier regard, docteur, je vous l'ai dit, docteur Yana Benda Edimo. C'est clair que le cadre légal est déjà posé. On ne peut pas dire que nous n'ayons pas une base administrative pour fonctionner. Mais il y a un énorme fossé qui existe encore entre le cadre légal et l'application effective de tous ces décrets sur le terrain. Et ce grand fossé ne peut pas uniquement être comblé par les nombreux décrets de mise en application. Non, ce fossé peut également être comblé par surtout nous. Quand je dis nous, je parle des associations, je parle de ceux qui ont choisi de s'engager. Nous n'avons pas que des personnes qui sont handicapées moteurs. Nous avons différents types de handicaps. Nous avons ceux qui sont des déficients mentaux. On peut aussi les mettre dans les personnes handicapées. Nous avons les enfants autistes et nous avons toute cette catégorie de personnes qui n'ont pas eu, on va dire, la chance de voir la lumière de la vie leur accorder une certaine santé physique. Maintenant, ils vont à l'école, mais quand ils y sont, comment est-ce que ça se passe? Est-ce qu'un enfant autiste a besoin du même accompagnement qu'un enfant aveugle? Est-ce qu'un enfant aveugle a besoin du même accompagnement qu'un enfant handicapé? Moi, j'insiste sur le fait que le cadre légal étant posé, il ne s'agit plus de savoir si oui ou non il est mis en application. Quelles sont les actions effectives qui peuvent être posées maintenant pour accompagner la mise en place, pour accompagner toutes ces personnes à pouvoir s'intégrer totalement dans le système éducatif. Mais docteur Yana, c'est même la question que je voulais vous poser, parce que là, ici, là, on ne compte que sur l'État. Comment vous voulez qu'effectivement ces associations-là puissent se bouger sans que l'État puisse leur apporter effectivement un certain coup de main? Voilà, Samaritaine, est-ce que vous avez des actions que vous menez qui effectivement peut-être peuvent aller dans ce sens? Ça nous amène effectivement à la traditionnelle phrase, le fameux adage qui dit c'est bien de savoir ce que l'État fait pour vous, mais vous, qu'est-ce que vous faites pour l'État? Si l'État pouvait tout... Déjà, il faut dire que l'État fasse quelque chose pour nous, docteur Yana Benda. Effectivement, on ne dit pas le contraire, mais si l'État pouvait tout, il n'aurait pas besoin de nous. Effectivement, nous devons également avoir notre propre engagement aussi. Et ce n'est pas toujours un engagement financier, je vois où vous voulez en venir. Ce n'est pas toujours un engagement financier. L'engagement est aussi une forme d'organisation. Donc, j'insiste sur le fait que oui, les décrets sont là. Maintenant, le fossé qui existe entre la mise en application effective des décrets et le fait que cela puisse se faire est énorme. Donc, nous devons tous nous engager d'une façon ou d'une autre dans... Parce qu'on est d'accord avec elle, hein, vraiment, il faut que les gens soient engagés et que les gens s'y mettent. Et même, c'est pour cela que cette émission a été là, pour que les gens soient conscients qu'il y a une difficulté pour tous ces écoliers, autres étudiants et même élèves aussi, à pouvoir s'insérer, avoir accès à l'éducation via effectivement des facilités qui sont pourtant déjà là, mais qui restent toujours compliquées sur le terrain. Comment on fait, oui, parce qu'il faut voir que quand il parle quand même, on voit que docteur Yana Benda Edimo, qu'on a encore au Cameroun, cette problématique même de prise de conscience de l'inclusion de ceux-là qui sont des personnes déficientes, qui sont des personnes handicapées. Vous, peut-être que vous aurez peut-être quelques techniques à partager avec nous pour qu'on puisse, pourquoi pas, avoir un peu plus une conscience de manière collective hein, de ceux-là qui sont déficients et autres personnes handicapées. Parce que quand il en parle, ça veut dire que sur le terrain, il y a beaucoup qui ne sont pas encore conscients même qu'il faudrait aussi qu'on donne une place, effectivement, à cela, que ce soit dans la famille, que ce soit même dans la société globalement.
Il est important, comme je le disais tout à l'heure, de clarifier ce que c'est qu'un handicap. Un handicap n'est pas uniquement physique. Et comme l'a si bien dit Innocent, Monsieur Innocent, je pense, si je ne me trompe pas de prénom. Exactement, c'est Innocent. Innocent. Il a si bien dit. Voilà. Comme il a si bien dit, il y a différentes catégories de handicap. Moi, je dis oui, on peut se battre pour que les enfants qui ont certaines déficiences puissent avoir accès à l'éducation, c'est-à-dire entrer dans une école. Mais maintenant, quand ils y sont, comment ça se passe avec l'enseignant? Nos enseignants ne sont pas toujours formés pour faire face à certains besoins de ces enfants. Nos enseignants ne sont pas toujours formés pour ne serait-ce que identifier un enfant qui aura un handicap. Il y a des handicaps qui ne se voient pas. Et pour cela, il est important de noter que le combat ne doit pas uniquement se situer sur le fait de donner de l'argent pour qu'ils aillent à l'école. Le combat doit aussi se situer au niveau des infrastructures. C'est-à-dire que, d'accord, un enseignant, un directeur d'école peut avoir la main sur le cœur et accepter que déjà les enfants viennent après avoir payé la moitié des frais ou même pas du tout. Maintenant, s'il n'y a pas de rampe, par exemple, d'accès à un enfant handicapé qui est en chaise roulante et lui sa classe au 4e étage de cette école, comment est-ce que cela va se passer? Est-ce qu'il y aura une classe en bas? Est-ce qu'il y aura un enseignant qui sera dédié uniquement pour cet enfant? C'est la question que je pose au niveau pratique. Ça veut dire que nous devons penser profondément, pas seulement à l'accès à l'éducation, mais également au système éducatif, aux infrastructures, à la formation des enseignants qui peut permettre que ces enfants, puisqu'on parle de la scolarité des enfants, qui peuvent permettre que ces enfants puissent avoir l'accompagnement idéal. Mais allons plus loin. Ne nous attardons pas à la scolarité au niveau où là on est à l'école primaire, au collège, à la limite à l'université. Mais que faisons-nous de ces personnes? Armand, oui, sur cette conscience-là, dites-moi que j'ai tort quand même. Ou alors que je peux avoir même un peu raison. Je pense que docteur a aussi partiellement raison, vous aussi, parce qu'il faut dire que on est conscient des personnes, qu'il y a des personnes vivant avec le handicap autour de nous, mais on n'est pas toujours conscient de tous les types du handicap. Ça, je pense que c'est à ce niveau-là qu'il faut continuer. Et même de la prise en charge qui doit être fait, parce que je crois qu'Innocent et elle-même, elle le signifiait, il y a plusieurs types de handicap, et parfois nous vivons même avec cela sans même nous en rendre compte. S'élever aujourd'hui, si tous ces enfants-là y allaient, est-ce que le cadre serait adéquat pour assurer cette éducation inclusive-là? Ça, je pense que c'est un peu la préoccupation que le docteur soulève et que moi je partage entièrement, et qu'il faut donc aller au-delà donc de toutes les lois, toutes les dispositions, toute la volonté qui est mise, et mettre en place un dispositif pour pouvoir accueillir ces enfants-là dans des meilleures conditions. On va vous parler, c'est vrai que là-bas il n'y a pas d'infrastructure en étage, mais il n'y a pas toujours la rampe partout pour permettre à ceux qui sont avec des vélos et même ceux qui marchent avec la canne de pouvoir justement se mouvoir. Et spécificité sur la fiscalité concernant les personnes handicapées, docteur Yana Bendaï, dis-moi. Un enfant, une personne handicapée, quelle que soit la forme de son handicap, n'a pas besoin de facilité fiscale. Il a besoin d'une effectivité d'application. C'est une question de justice sociale. Qu'on fasse des facilités fiscales ou non, cela n'empêchera pas que ces personnes qui sont déficientes, quelle que soit la forme de déficience, je continue d'insister dessus, ont effectivement besoin d'une application effective de ces lois. Et ce fossé qui existe entre l'application des lois et le contexte effectif doit être comblé. Parce que l'on soit une personne déficiente ou que l'on soit une personne dite normale, nous avons tous des problèmes financiers. Et comme le disait tout à l'heure mon copanéliste, effectivement, les problèmes financiers d'une personne normale et d'une personne handicapée, c'est pas parce qu'une personne handicapée qu'elle n'a pas de problème ou que ses problèmes sont moindres ou alors qu'ils doivent avoir plus de considération. Je pense que nous sommes tous des humains. Une personne handicapée n'a pas besoin de notre pitié. Dire que parce que cette personne handicapée, il faut qu'on change la loi. C'est pas là que se situe effectivement la solution. Ils n'ont pas besoin de notre pitié, ils ont besoin d'une effectivité de l'application. Maintenant, quant à leur possibilité d'avoir accès au paiement d'une chose ou d'une autre, ce sont les mêmes problèmes que nous avons tous. Donc là,
ce n'est pas un problème d'État, c'est un problème de poche, pour dire les choses autrement. Nous avons tous des problèmes de poche et plusieurs d'entre nous n'ont peut-être pas encore fait leur numéro d'identifiant unique parce qu'ils ne savent même pas comment utiliser l'ordinateur ou comment avoir accès, effectivement, et qui n'ont aucun handicap visible. Mais là, c'est aussi une forme de handicap. Donc, j'insiste dessus, ce n'est pas à ce niveau. On pourra jeter toutes les pierres que l'on veut sur l'État, sur le gouvernement et tout ça, mais le reste, ce n'est pas toujours ça. Donc, une personne handicapée n'a pas besoin de notre pitié. Cette personne a besoin qu'il y ait effectivement une possibilité d'application de tout ce dont elle a besoin, que ce soit au niveau des infrastructures ou que ce soit même au niveau de l'acceptation de son handicap dans la société en général, en plus du cadre scolaire. Allez, Innocent Silaye, la présidente de la Samaritaine, le docteur Yana Mbendaïdi m'a dit que vraiment la pitié, vous ne la voulez pas. Non, effectivement, nous ne voulons pas la pitié. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas une spécificité. Je peux plus déjà... non, vous êtes pour la spécificité. Bien évidemment. J'avais une question derrière à vous poser. Peut-être d'abord une réaction par rapport à ceux qui ont appelé ou ce qui a été dit sur ce plateau, docteur Yana Menda. Oui, tout à fait, tout à fait. J'aimerais rapidement réagir sur ce que la dame a dit qui est essentiel, justement. Les enfants sont à l'école, ils y arrivent, mais après, le traitement n'est pas pareil pour tous, d'où la nécessité d'une formation particulière pour les enseignants. Une formation qui les amène, justement, à comprendre les besoins spécifiques de chaque enfant handicapé, parce qu'ils n'ont pas tous les mêmes besoins. Il y a des besoins particuliers, qu'un enfant soit aveugle, qu'il soit déficient auditif ou même déficient mental. Donc, il y a cet accompagnement qui doit être peut-être même une section de formation particulière dans les instituts de formation de nos enseignants. Il faut dire, docteur Yana Menda, tout à l'heure, on parlait effectivement de spécificité. Vous avez dit que pour vous, il ne faut pas qu'il y ait des spécificités, mais vous avez bien compris, Innocent, il dit qu'il faudrait quand même qu'on pense que tout le monde n'est pas pareil. Tout le monde n'est pas pareil, comme les doigts de la main n'ont pas la même taille, effectivement. Exactement. Mais est-ce que les doigts de la main ne font pas partie de la même main? Et chaque doigt de la main a un rôle spécifique, un rôle spécial qui joue. Et tous ces doigts, justement, font partie de la main. Ce ne sont pas sur nos différences que nous devons appuyer, mais c'est sur ce que nous pouvons faire tous ensemble, que l'on soit handicapé ou non. Qu'il y ait un quota de personnes handicapées qui soit obligatoire pour accéder à des fonctions ou alors à un rôle précis au sein de la nation, c'est une effectivité qui pourrait effectivement être bien. Mais est-ce qu'au niveau de l'applicabilité, cela va être effectif maintenant? Là est le problème, là est la question. Il a fait allusion tout à l'heure au quota des femmes pour qu'elles puissent avoir accès à des postes électifs et autres. Mais est-ce que cela est appliqué? Non, pas du tout. Alors, c'est au niveau de l'application, au niveau de la compréhension de la nécessité du fait que l'inclusion n'est pas une faveur que nous faisons aux handicapés. L'inclusion n'est pas de la pitié, comme je le disais. Ils n'ont pas besoin de notre pitié. Ils ont besoin d'avoir totalement accès à tout ce que la société, pour le cas, pour l'école, à tout ce que l'école peut permettre de les offrir. Et pour ça, nous devons faire des aménagements particuliers, que ce soit pour l'accessibilité physique, que ce soit le matériel pédagogique ou que ce soit simplement la formation des enseignants. Paris, je sais qu'on vous a pris en plein cours. Allez, rapidement, un dernier mot, effectivement. Alors, je pars également sur 3 points. Le premier point, c'est qu'il faut détecter. Détecter quoi? Détecter le handicap et spécifier le type de handicap. Et cela se fait pas seulement à l'école, ça se fait déjà à partir de la maison, dont les parents aussi ont besoin de cet encadrement. Maintenant, il faut adapter l'accompagnement, d'où vient maintenant l'inclusion, adapter l'accompagnement en milieu scolaire, pas seulement pour les plus jeunes, mais également pour les plus grands, à l'université, même après l'université. Et maintenant, accompagner. L'accompagnement ne sera pas seulement le devoir de l'État ou du gouvernement, mais l'accompagnement sera aussi le devoir des parents, le devoir des enseignants et le devoir de la société civile en général, d'où l'action des associations telles que la Samaritaine, telles que l'association Andy et toutes les autres associations. Nous avons le devoir d'accompagner de façon spécifique et efficace tous ceux qui sont déficients et quelle que soit la forme de déficience. Allez.